Bienvenue dans le podcast de Justine Guillaume, votre rendez-vous dédié à la nutrition et à la physiologie du cheval. Ici, chaque épisode est pensé pour vous donner les clés d'une meilleure compréhension des besoins de votre cheval et pour vous apporter des conseils pratiques en termes de nutrition, de pratiques alimentaires, physiologie digestive ou encore physiologie à l'effort. Ce podcast vous guidera pas à pas pour offrir à votre cheval les meilleurs soins basés sur des connaissances scientifiques actuelles. Alors que vous soyez propriétaire, cavalier, professionnel, vous trouverez ici tous les conseils pratiques et les réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Je m'appelle Justine Guillaume, je suis docteur en nutrition et en physiologie équine et je dirige la société Happy Crackers, fabricant d'aliments complémentaires et de friandises bio pour chevaux. Ma mission ? Vous donner toutes les informations pour que vos choix soient éclairés et que vous soyez acteur du mieux nourrir de votre cheval. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode où nous allons élucider ensemble 5 pratiques alimentaires déconseillées pour vos chevaux. Nous verrons pourquoi celles-ci peuvent être délétères et évidemment, je vous livrerai des pistes d'amélioration pour tenter de les rendre bénéfiques pour votre cheval. Pas de jugement, juste de la bienveillance. Ne culpabilisez pas si vous faites ces erreurs, l'information n'est pas toujours disponible et le marketing produit est souvent très bon pour nous faire croire que c'est une nécessité. Donc on se détend et je vous guide vers des pratiques plus adaptées. Erreur numéro 1, la distribution de mâches en remplacement d'un repas. Savez-vous ce qu'est un véritable mâche ? Ou encore, pourquoi les mâches ont été créés ? Mais aussi, quels sont les bénéfices d'un mâche et comment rendre un mâche moins mauvais pour la flore de votre cheval ? Un mâche est généralement composé de céréales, de graines de lin et d'autres aliments ajoutés en proportion variable. On peut y trouver du son, des morceaux de pommes ou de carottes. Le mâche est parfois aussi appelé un barbotage. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler du barbotage, mais c'est similaire au mâche puisqu'il s'agit en fait de céréales trempées auxquelles est ajouté du son, alors que le mâche ne contient peu ou pas de son. Un peu d'histoire. Les mâches trouvent leur origine dans le milieu des courses, eh bien oui, où les céréales sont cuites avec de l'eau pendant plusieurs heures. Et ce, pour différentes raisons, principalement ramollir la paroi cellulaire des céréales entières et permettre d'apporter des graines entières crues, notamment comme le lin. Du son de blé est ajouté en fin de cuisson afin d'absorber l'excédent d'eau. En général, le mâche distribué contient 50% d'eau et 50% de matière sèche. C'est un aliment généralement apporté une fois par semaine, le jour de repos, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, il est très appétant et digeste, puis il constitue une ration volumineuse, donc il est plus long à consommer qu'une ration concentrée classique. Ensuite, il contient beaucoup d'eau et il augmente la sensation de satiété de vos chevaux. Et enfin, il est légèrement laxatif, il va donc limiter les risques de coliques par son action sur le transit. Le mâche peut également être préconisé pour les chevaux affaiblis ou souffrant de problématiques dentaires ou digestives, voire pour les chevaux convalescents sous forme de transition alimentaire. Il s'agit ici d'une utilisation spécifique en réponse à une problématique. Malgré tous les avantages que je viens de lister, je ne suis pas une adepte des mâches et je vous conseille même beaucoup de prudence avec son utilisation. La principale raison, qui à mon sens est la plus importante, est que la flore digestive du cheval est très sensible aux modifications alimentaires. Donc introduire un nouveau repas brutalement une fois par semaine va inévitablement perturber sa flore et créer ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre des populations microbiennes constituant la flore digestive. Je m'explique. Les chevaux sont des animaux de routine, d'habitude. Toute modification alimentaire doit être progressive pour que le microbiote, composé de micro-organismes dont les bactéries, virus, champignons, puisse s'adapter. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est couramment conseillé de faire des transitions alimentaires sur 3 semaines à minima. La seconde raison pour laquelle il est impératif d'être prudent avec les mâches, c'est qu'ils vont avoir un effet dit de lessivage dans le tube digestif. Donc cela vient renforcer la dysbiose, c'est-à-dire le déséquilibre dans le microbiote intestinal. Je vais peut-être être un peu direct, mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, réaliser un mâche, c'est-à-dire comme on en trouve dans le commerce en le mélangeant rapidement avec de l'eau chaude ou froide, revient surtout à vous faire plaisir. Certes, votre cheval aimera, mais vous vous ferez surtout plaisir à vous. Donc petit conseil, si vous souhaitez tout de même donner un mâche à votre cheval, ajoutez à votre mâche 50% de son aliment habituel. Ainsi, vous limiterez les perturbations de sa flore, puisque son aliment habituel y sera présent. Mieux, faites des économies et donnez-lui son repas habituel que vous pourrez enrichir ponctuellement de pommes, carottes en quantité raisonnable. Erreur numéro 2, je rajoute du sel tous les jours directement dans la ration de mon cheval. La seconde pratique que j'ai surtout observée dans le milieu des courses est l'ajout de sel directement dans la bouche ou dans la ration du cheval.
Je vais rapidement faire un petit rappel sur cet élément et son assimilation par le cheval. Le sodium fait partie des macroéléments, c'est-à-dire que ses besoins sont exprimés en grammes par jour, contrairement aux oligoéléments qui sont exprimés en milligrammes. Le sodium fait partie des macroéléments, c'est-à-dire que ses besoins sont exprimés en grammes par jour, contrairement aux oligoéléments qui sont exprimés en milligrammes. Le sodium, noté Na, intervient avec le chlore dans la régulation de la pression osmotique cellulaire, dans l'équilibre électrolytique et acido-basique. Je vais d'ailleurs consacrer un prochain épisode sur ce sujet. L'apport journalier recommandé est situé entre 1,2 à 3,2 grammes par kilo de matière sèche. Il s'agit de chlorure de sodium, le fameux NaCl, qui est contenu dans les pierres à sel blanches. Sauf cas pathologique, le cheval autorégule sa consommation, et ce point est très important. Il est donc essentiel de laisser une pierre à sel blanche, sans ajout de minéraux, à disposition des chevaux au box, mais également pour ceux qui vivent au pré. D'ailleurs, si vous observez que le cheval ne consomme pas sa pierre à sel, surtout ne lui enlevez pas. Il autorégule sa consommation de sodium, et vous le verrez sans doute la consommer lors de fortes chaleurs ou lors d'efforts intenses. Point important, je vous conseille les pierres à sel blanches et non celles enrichies en minéraux et mélasse pour le quotidien de votre cheval. Attention ici, je ne fais pas référence aux besoins ponctuels, notamment en électrolytes lors de fortes chaleurs ou de transpiration importante. Je parle de l'apport quotidien de sodium. Autre conseil important, je préconise de placer la pierre à sel hors de la mangeoire pour laisser la libre consommation à votre cheval. Et pour les chevaux vivant au pré, on veillera à disposer cette pierre à sel à l'abri de la pluie. Je ferme la parenthèse sur la disposition de la pierre à sel, mais qui a aussi son importance. Parfois, il peut arriver que le cheval ait une perte importante de sodium. Mais savez-vous ce qui peut favoriser une perte importante de ce minéral ? Eh bien, principalement une alimentation mal adaptée, un temps chaud, évidemment, un stress important et prolongé. On peut par exemple citer un transport par un temps chaud. Et le dernier facteur, qui est sans doute un des facteurs les plus importants d'ailleurs, est l'activité physique du cheval. Lors d'un effort intense, la transpiration se déclenche naturellement pour réguler la température du corps. Une quantité importante d'eau et d'électrolytes est alors excrétée dans la sueur au cours de l'effort. Ces pertes, elles vont perturber l'équilibre hydroélectrolytique du cheval. Saviez-vous d'ailleurs qu'un cheval peut perdre entre 10 à 20 litres de sueur par heure ? Et que retrouve-t-on dans la transpiration ? Eh bien évidemment beaucoup d'eau et des minéraux. Ils sont couramment connus sous le nom d'électrolytes, dont le fameux sodium. Si ce mot vous fait un petit peu peur, j'aborderai les besoins en électrolytes dans un épisode complet. N'hésitez pas à vous tenir informé sur mon site happycracker.bio ou sur toutes les plateformes d'écoute. Erreur numéro 3, mon cheval perd de l'état, j'augmente donc sa ration de céréales en première intention. C'est une question qui revient très souvent. Vous êtes nombreux et c'est légitime de penser que dès que votre cheval perd de l'état, il faut augmenter sa ration de céréales. Bien que parfois cela soit nécessaire, je vous déconseille en première intention d'augmenter sa ration. Je vous invite plutôt à chercher la cause de cette perte d'état. Il peut s'agir d'une pathologie, d'une augmentation importante de son activité physique, d'un besoin d'entretien de sa table dentaire par exemple. Après vérification, si votre cheval n'a pas de problématique particulière ou de pathologie diagnostiquée et qu'il perd de l'état ou manque de dynamisme, alors que sa ration, elle, n'a pas changé, je vous conseillerais plutôt d'augmenter sa ration de foin. Vous pourrez aussi, et j'aime beaucoup cette solution, ajouter des lipides à sa ration. Le cheval est capable d'utiliser relativement bien l'amidon contenu dans les lipides. La digestion des lipides a principalement lieu dans l'intestin grêle du cheval, où des enzymes, les lipases, découpe les triglycérides en acides gras longs. Les acides gras produits sont alors absorbés et peuvent être utilisés par le cheval comme une source d'énergie. Les lipides présentent l'avantage d'être le composant le plus riche en énergie et sont aussi la façon la plus efficace d'apporter de l'énergie dans la ration sans augmenter son volume. Ils trouvent donc leur intérêt dans les rations de chevaux qui effectuent un travail intense et qui nécessitent donc des apports énergétiques supérieurs et chez les chevaux qui nécessitent de gagner de l'état. Attention néanmoins, certaines précautions devront être prises avec les lipides. Les huiles sont globalement sensibles à la chaleur et à la lumière qui peuvent donc les faire rancir, c'est-à-dire oxyder les graisses. Il faudra donc les conserver dans un endroit sombre et frais. Donc si votre cheval perd de l'état, et plutôt que d'augmenter en première intention sa ration de céréales, je vous conseille souvent d'utiliser un mélange d'huile qui permet d'avoir un ratio oméga 3 et oméga 6 intéressant et surtout équilibré. Il est couramment conseillé l'équivalent d'un petit verre d'eau dans la ration par jour sans excéder 300 grammes par jour. À titre d'exemple, quand vous donnez environ 200 grammes par jour d'huile, cela va représenter 0,5 unités fourragères cheval, soit 1110 kcal supplémentaires. Et pour vous apporter un point de comparaison, les besoins du métabolisme de base d'un cheval athlète sont compris entre 10 000 et 12 000 kcal par jour. Donc finalement, un verre d'huile végétale dans la ration par jour pour votre cheval
permet ainsi d'augmenter ses apports énergétiques de 10%. Je parlais justement d'huile végétale, mais avez-vous déjà entendu cette question, à savoir si l'on pouvait donner de l'huile de foie de morue à un cheval ? D'un point de vue nutritionnel, effectivement, cette huile est riche en acides gras polyinsaturés à chaîne très longue. Elle contient aussi des teneurs importantes de vitamine A et de vitamine D. D'un point de vue nutritionnel et purement analytique, elle est extrêmement intéressante. Mais il ne faudrait pas non plus en donner tous les jours. Et pour vous livrer mon opinion, alors pour le coup très personnelle, et évidemment ce n'est que mon opinion, mais le cheval étant un herbivore, c'est-à-dire que l'ensemble de sa physiologie digestive est faite pour dégrader et valoriser des végétaux, je suis toujours un peu réticente à l'utilisation de produits d'origine animale pour un herbivore strict. Petite réflexion personnelle. Erreur numéro 4, sa mangeoire est en hauteur. Cette pratique est probablement une des plus pratiquées dans les écuries où les mangeoires sont majoritairement placées en hauteur. J'ai d'ailleurs moi aussi commis cette erreur. Alors sans vouloir me justifier, mais parfois en pratique il est difficile de faire autrement. Alors dans mon cas, effectivement, mon cheval est hébergé avec un Shetland, donc pour éviter que le petit mange la ration du grand, évidemment j'ai mis la mangeoire en hauteur. Mais pour tous ceux qui ont le choix, lorsque les chevaux notamment sont en boxe individuelle par exemple, je vous conseille vivement de mettre les mangeoires au sol, voire même d'enlever et de mettre sa ration dans un seau à même le sol. Pourquoi ? Eh bien la réponse est simple. Le cheval est naturellement fait pour manger tête en bas, encolure en extension. Physiologiquement, l'œsophage du cheval, qui permet la transition du bol alimentaire de la bouche vers l'estomac, est un tube très long qui peut mesurer de 1 mètre à 1 mètre 50. C'est d'ailleurs dans l'œsophage que peut avoir lieu les bouchons œsophagiens. Si les chevaux n'insalivent pas assez, mangent vite, et c'est notamment le cas des chevaux qui vont être dominés ou encore les chevaux âgés ou goulus. Donc le fait que le cheval mange encolure en extension, ce qui sous-entend œsophage déployé également, peut suivre le chemin physiologique d'une bonne prise alimentaire. Attention, je ne dis pas qu'un cheval qui mange en hauteur dans sa mangeoire va présenter un risque de bouchon œsophagien, je parle juste ici de se rapprocher le plus possible de la physiologie digestive naturelle du cheval. Un autre point intéressant au fait de laisser manger un cheval au sol concerne aussi le système d'élimination des particules inhalées. En ayant la tête par terre, les poussières et autres fines particules inhalées pourront plus facilement être excrétées du fait de l'orientation de l'encolure et donc de la trachée. Donc lorsque cela est possible, laissez manger vos chevaux au sol. En plus de suivre la physiologie digestive de vos animaux, vous ferez des économies de mangeoire. Erreur numéro 5, je donne le repas de concentré à mon cheval et je le monte dans les 2 heures qui suivent. C'est un point intéressant à évoquer car en pratique, nous ne faisons pas forcément attention à l'heure à laquelle notre cheval a reçu son dernier repas avant de le monter. Alors je dis nous, car en tant que propriétaire et ayant depuis peu remis mon cheval dans une écurie, je ne fais pas non plus forcément attention à ce point. Et pourtant, 2 heures après son repas de concentré, votre cheval sera en pleine digestion. Ce qui signifie que dans son estomac, il y aura une énorme boule très dure que forme son repas d'aliments mélangé au suc digestif et à la salive. Cette observation a été détaillée dans plusieurs recherches permettant d'établir notamment le temps de vidange gastrique après différents types de repas chez le cheval. Par exemple, la vidange gastrique sera directement liée à la composition des repas et à leur taille. Un repas riche en amidon peut mettre jusqu'à 8 heures contre 2 heures pour un repas de foin. Il est donc préférable de distribuer la ration de concentré à minimum 4 à 5 heures avant le travail, voire 6 avant une compétition. Lors d'un travail intense, l'apport de sucre et d'amidon dans la ration, juste avant l'exercice, entraîne une décharge d'insuline, 2 heures après, qui empêche ensuite le cheval de mobiliser le glycogène musculaire et les réserves de graisse dont il a besoin pour alimenter les muscles pendant l'exercice. Cela entraînera donc une fatigue plus rapide lors d'efforts intenses. Vous pourriez me dire, eh bien Justine, dans ce cas, je ne nourris pas mon cheval avant une épreuve. Eh bien non plus, puisque le jeûne chez le cheval n'est pas bon. Il prédispose aux ulcères et augmente l'acidité dans l'estomac. Les études montrent qu'un jeûne supérieur à 6 heures est réellement délétère pour le cheval. Donc, avant de monter votre cheval, l'idéal sera de donner un repas de foin, pas une grosse ration, mais 1 à 2 kg distribué 1 à 3 heures avant l'exercice. Le gros avantage du foin est que ses effets sont minimes sur la disponibilité des substrats et l'oxydation au cours d'un effort soutenu. Après l'épreuve, évidemment, on met du foin à disposition à volonté et la ration d'aliments pourra être distribuée de préférence 2 à 4 heures après effort. Pour terminer, nous venons de voir des pratiques quotidiennes qui ne sont pas toujours adaptées à la physiologie des chevaux et j'espère vous avoir apporté des éléments de réponse pour rendre ces pratiques un peu plus adaptées à vos chevaux. Dites-moi si ce format d'épisode vous a plu et si cet épisode vous a apporté des éléments de réponse intéressants. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une note à cet épisode et à vous abonner au podcast.
Ça m'encourage aussi à poursuivre mon objectif pour que chacun soit plus éclairé dans ses choix quotidiens. Je vous dis à très vite, bye bye.